Je travaillais à la BAC depuis assez longtemps pour ne plus croire aux histoires héroïques. La nuit, en banlieue, personne ne gagne vraiment. On sort juste vivant ou on sort en morceaux. Cette fois-là, je sortais seul. Mon collègue avait pris un arrêt, grippe, fièvre, la totale. Le chef n'avait pas de remplaçant. Tu fais une patrouille courte, tu restes mobile, tu évites les cages. Il avait dit ça avec une voix sèche, comme si la phrase suffisait à tenir les balles à distance. J'ai pris les clés de la voiture banalisée, le gilet, la radio, et j'ai quitté le commissariat avec cette sensation familière dans le ventre. Pas une peur nette, plutôt un poids, une certitude que la nuit te regarde. Je roulais vers Saint-Denis. Le Stade de France se découpait au loin, énorme, noir, avec ses lignes qui semblent flotter. Plus près, les lampadaires éclairaient des bouts de trottoir et laissèrent le reste dans l'ombre. Sur le canal, l'eau n'avait pas de reflet, un monde sans miroir. Je passais près de la basilique, puis je rejoignais les grands axes. Je connaissais les quartiers par cœur, même sans GPS. Les bars, les tours, les parkings à étages, les voies rapides qui coupent tout. Les panneaux RERD, les sorties vers la 1, la 86, les bretelles qui te recrachent au mauvais endroit si tu rates une voie. La ville te piège vite quand tu conduis sous pression. À cette heure-là, les commerces baissaient les rideaux. Un kebab restait ouvert, 2 jeunes fumaient devant un tabac. Je regardais sans fixer. Dans la BAC, on apprend à voir sans provoquer. Sauf que seul, même un regard neutre peut devenir une provocation. La radio grésillait. Elle grésillait souvent ici, entre les immeubles. Le central envoyait des messages courts, des codes, des adresses. Je répondais, je prenais note, je gardais le volant léger. Je cherchais les signes habituels. Le scooter qui fait des tours sans jamais se garer. Le groupe de 3 qui se sépare dès qu'une voiture ralentit. Le rideau d'un hall qui bouge, puis plus rien. Je tombais vite sur un point connu, à la limite d'Aubervilliers. Une place sans charme, une aire de jeu, des bancs cassés, des conteneurs, et surtout une entrée d'immeuble qui avale la lumière. Je voyais 2 silhouettes au coin, trop immobiles. Pas des voisins qui bavardent, des guetteurs. Je coupais mes phares, je laissais la voiture glisser et je restais à distance. Je notais les détails. Les capuches, les mains qui disparaissent dans les poches, le regard qui scanne la rue. Je me répétais les règles. Seul, tu observes. Tu ne joues pas au cow-boy, tu appelles du renfort. Sauf que ce soir-là, personne ne venait vite. Le central répondait avec des délais. Trop d'appels, trop peu d'équipage. On te rappelle ? Je restais là, dans l'ombre, à écouter ma propre respiration. Au bout de 2 minutes, un scooter arrivait. Pas de casque. Le conducteur roulait lentement, comme s'il connaissait chaque fissure de la route. Il s'arrêtait près des 2 silhouettes. Une main passait, une autre main revenait. Un geste court, net. Pas besoin de loupe. Je pouvais repartir, faire un compte-rendu. Laisser une autre équipe faire une intervention plus tard. Mais la scène me donnait une envie stupide de montrer que je servais à quelque chose. Une petite victoire, même minable. Une saisie minable, un contrôle, un rappel à la réalité. Ce genre de décision te coûte cher. J'ai avancé, pas trop vite. Je sortais de la voiture, gilet fermé, main proche de mon équipement. Police. Contrôle. Ma voix sortait ferme, mais je l'entendais trembler à l'intérieur. Le scooter tentait un demi-tour. J'ai fait 2 pas, j'ai tendu le bras. Le conducteur freinait trop tard. Il posait le pied, glissait, jurait. L'un des guetteurs reculait. L'autre restait, comme paralysé ou comme acteur. Je les plaquais au sol, un à un, avec une violence sèche. Pas par plaisir, par peur. Seul, tu frappes plus fort, tu veux finir vite.
Tu veux éviter le grappling, éviter que quelqu'un te tire par derrière. Je sentais déjà des regards aux fenêtres. Je sentais des téléphones qui filment. Je sentais la foule avant même de la voir. Le type du scooter avait une boulette, pas énorme, quelques billets. Rien qui change une semaine de trafic. J'aurais dû m'arrêter là, me noter, appeler une patrouille pour la prise en charge et partir. Sauf que l'un des guetteurs lâchait une phrase, presque tranquille, avec un sourire sans joie. « T'es tout seul, toi ». Ça sonnait comme une information, pas comme une insulte. Et cette phrase me plantait une pointe froide dans le crâne, parce qu'il avait raison, parce qu'il le savait, parce qu'il regardait derrière moi, pas devant. Je me redressais, je levais les yeux, et je voyais les ombres bouger. Une porte de hall s'ouvrait. Un autre groupe sortait du coin. Des silhouettes, 5, 6, peut-être plus. Dans la nuit, tu comptes mal, tu comptes trop tard. Je prenais le téléphone pour appeler du renfort. Je pressais le bouton de la radio. Le grésillement couvrait ma voix. Je répétais plus fort. J'ai besoin d'une équipe, tout de suite. Point de deal, plusieurs individus. Ma voix partait dans le bruit. Le scooter redémarrait d'un coup. Le conducteur lâchait le sac au sol, puis il filait. Il ne cherchait même pas à garder la marchandise. Il cherchait juste à me laisser seul avec le reste. Et là, j'ai commis l'erreur qui a tout déclenché. Je ne voulais pas perdre les 2 guetteurs et le sac. Je ne voulais pas repartir les mains vides. Je croyais encore à cette idée idiote. Si tu montres que tu tiens le terrain recule. J'ai attrapé le sac, j'ai tiré l'un des jeunes vers la voiture. Il résistait à peine. Il jouait un rôle. Son corps, il restait mou. Ses pieds traînaient. L'autre guetteur avait disparu. Je le perdais en une seconde, comme s'il avait fondu dans le béton. Des pas se rapprochaient. Une voix criait « Lâche-le !» Une autre voix lançait des insultes. Je sentais le cercle se former. Je voyais des ombres aux fenêtres, des silhouettes sur les balcons. Je pensais à la règle, ne pas rester. Seul, tu ne tiens pas une foule. Je lâchais le jeune. Je remontais dans la voiture, je claquais la porte. J'essayais de démarrer. Une main frappait sur le capot. Un poing tapait sur la vitre. Je reculais. Je manquais d'écraser quelqu'un. J'entendais un choc contre l'aile. Une canette, une pierre, je ne savais pas. Mon cœur cognait si fort que je sentais mes dents. J'ai réussi à sortir de la place. Je roulais vite, trop vite, avec la peur au guidon. Au premier feu, j'ai brûlé le rouge. Je regardais le rétro. 2 scooters me suivaient. Puis 3. Ils roulaient sans phare. Ils restaient à distance comme des chiens. Ils ne cherchaient pas à me dépasser. Ils cherchaient à m'emmener. J'appelais encore. La radio répondait mal. Le central me demandait de confirmer l'adresse. Je criais. Ils me suivent, plusieurs scooters. Je donnais des rues, je me trompais, je corrigeais. Je connaissais le quartier et je le confondais quand même. Parce que sous pression, la ville change de forme. Les repères se tordent. Même le Stade de France disparaît de ta tête. Je prenais une petite rue. Mauvaise idée, trop étroite. Des voitures garées des 2 côtés. Je n'avais pas de place. Les scooters se rapprochaient. Un passait à gauche, me coupait. Un autre passait à droite, freinait. Je pilais, mes pneus criaient. J'ai senti la voiture glisser. Un choc sec contre mon rétroviseur. Il a volé. Un autre choc sur la portière. Un casque? Un pied? Je ne savais pas. Je restais enfermé, comme dans une boîte. Sauf que la boîte n'avait plus de sortie. Je voyais un hall ouvert, lumière jaune, porte tenue par une cale. Une entrée d'immeuble classique, digicode cassé, boîte aux lettres tordues. Je pensais à une chose simple. Si je quitte la voiture et si je rentre dans le hall, je peux tenir un angle, je peux respirer,
Je peux attendre les collègues. Je peux éviter le lynchage en pleine rue. Je me mentais. Un hall, seul, te transforme en proie. Je sortais quand même. Je claquais la porte. Je courais vers le hall. Des pas couraient derrière moi. J'entendais les semelles sur le bitume. J'entendais des rires courts, pas des rires joyeux, des rires qui te coupent. Dans le hall, l'odeur me frappait. Pisse, tabac froid, humidité. Les murs portaient des tags, des prénoms, des menaces, des cœurs, des insultes. Une ampoule tremblait. Pas de lumière forte, juste un jaune sale. Je montais 2 marches. Je me retournais. 3 gars entraient, puis 2 autres, puis encore un. Je les voyais sans les y regarder. Je cherchais une issue. Une porte de cave. Une porte d'escalier. Un couloir vers les boîtes. Rien de clair. Tout se ressemble dans ces lieux. C'est fait pour ça. Viens, viens, on parle. La voix venait d'un gars grand, veste noire, visage fermé. Il ne criait pas, il parlait bas. C'était pire. Un cri te laisse une chance. Une voix basse te retire l'air. Je sortais mon ton le plus dur. Reculer. Police. Je faisais un pas vers la sortie. Ils ne reculaient pas. Ils avançaient lentement comme une marée. Je cherchais le bouton d'alarme dans ma tête. Je pressais encore la radio, rien de bon. Je pensais, je dois sortir. Je dois retourner vers la rue. Même la rue vaut mieux que l'escalier. Je gardais un œil sur leurs mains. Trop de mains, trop de poches, trop de capuches. Un bruit derrière moi. Je tournais la tête une fraction de seconde. Une porte s'ouvrait sur le côté. Un autre gars sortait. Il tenait un tournevis long, pas un couteau, un outil banal, un outil du quotidien. C'est ça, la violence sans glamour. Pas de grands flingues, juste des objets. Je revenais face au groupe principal. Et je comprenais que je n'avais plus d'angle. J'étais au centre. Il m'avait placé là. Le grand me regardait. « Tu connais Samir ?» Il disait un prénom au hasard, puis un autre. « Tu connais Rachid ?» Il testait. Il cherchait une réaction. Puis il lâchait mon nom. Mon vrai nom. Pas « Hé, le flic !» Mon nom. Mon sang s'est glacé. Parce que ça ne venait pas d'un hasard. Parce que ça venait d'un dossier, d'une plaque vue sur un pare-brise, d'une photo volée, d'un voisin qui parle, d'un réseau. Et là, je ne pensais plus à moi seul. Je pensais à ma femme, à mon fils, à l'école, à la routine du matin. Je voyais tout ça dans ce hall sale. « Tu fais le malin ici ?» Il posait la question sans colère. Il cherchait juste à poser une hiérarchie. Un type à droite filmait déjà avec son téléphone. Je voyais la petite lumière. Je n'avais même plus le luxe de disparaître. Il voulait une scène. Je faisais une autre erreur. Je répondais. Je voulais garder une forme de contrôle. Je voulais sauver la face. Reculez. Vous risquez gros. Ils ont ri. Pas tous. 2 ont ri. Les autres restaient sérieux. Le tournevis a frappé. Pas dans mon ventre. Dans mon gilet, au niveau de l'épaule. Un coup sec pour tester. La pointe a glissé. Le gaz a reculé, surpris. Le grand a levé la main. Il ne voulait pas tuer. Pas ici. Pas tout de suite. Il voulait me briser. Ils ont commencé par mes bras. Ils ont attrapé. Ils ont tordu. Ils ont poussé contre le mur. J'ai senti le plâtre dans mon dos. J'ai senti mon souffle sortir en morceaux. J'ai essayé de frapper. Je touchais un torse, puis une épaule. Je frappais dans le vide. Ils étaient trop nombreux. Ils se passaient ma personne comme un sac. Je pensais à une chose, simple, ne pas tomber, parce que dès que tu touches le sol, tu n'existes plus. Les coups pleuvent, les pieds trouvent tout. Je tenais 3 secondes, puis mon genou a plié. Pas à cause d'un coup fort, à cause d'une fatigue brutale. Le corps choisit parfois de lâcher pour survivre. J'ai senti le sol. Et là, j'ai compris le vrai sens de être entouré. Des chaussures partout, des souffles, des odeurs, des insultes,
des mains qui tirent mon gilet, une main qui tente d'arracher ma radio, une autre main qui cherche mon téléphone. « Donne, donne !» Ils voulaient mes moyens, pas ma vie. Ils voulaient me rendre nu. Je protégeais ma ceinture, je protégeais ce que je pouvais. Ma tête surtout. Je mettais mes bras dessus et je recevais dans les côtes. Une douleur sourde, pas une douleur nette. Une douleur qui remplit tout. Le grand se penchait. Il parlait près de mon oreille. « Tu rentres plus ici, tu comprends? Tu reviens, on te trouve dehors, et là, personne te voit. » Il disait ça avec calme. Et ce calme me détruisait plus que les coups, parce que je le croyais, parce que la phrase sonnait comme un plan déjà prêt. À ce moment-là, j'ai fait la décision la plus honteuse de ma carrière. J'ai arrêté de lutter pour gagner. J'ai lutté pour sortir. Juste sortir, peu importe le reste. J'ai lâché la radio, j'ai lâché le sac, j'ai laissé tomber l'idée de mission. J'ai pris l'espace d'une seconde quand ils ont hésité. Quand l'un a regardé l'écran du téléphone, quand un autre a voulu faire le malin devant la caméra. J'ai roulé sur le côté, j'ai attrapé la rampe de l'escalier et je me suis relevé comme un animal. J'ai monté les marches, 2, 3, 4. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste quitter le hall. Ils ont suivi. Ils ont crié. L'escalier a résonné. Je montais trop vite, je manquais de tomber. Au premier étage, une porte s'est ouverte. Une femme a passé la tête. Elle a vu la scène, elle a refermé, pas par cruauté, par instinct, par peur. Ici, ouvrir une porte te signe. Au deuxième étage, je me suis trompé. Je suis allé vers un couloir qui ne menait à rien. Un palier, des portes, des tapis sales, des odeurs de cuisine, un cul-de-sac, la pire configuration. Je me suis arrêté net, mon cerveau a crié, demi-tour, trop tard. Ils arrivaient au palier. Le grand passait le coin. Il levait le bras. Le tournevis brillait sous la lumière jaune. Pas de cinéma, juste un geste simple, sale. Et là, un détail idiot m'a sauvé. Une porte d'entretien, mal fermée, avec un petit panneau « Local technique ». Elle donnait sur un autre escalier, plus étroit, sans lumière. Une issue de service. Je me suis jeté dedans. Je l'ai claqué. J'ai mis mon épaule contre. La porte a tremblé sous les coups. Le bois a craqué. Je respirais comme un moteur cassé. Mes mains tremblaient. J'ai cherché mon téléphone. Il me l'avait de pris. J'ai cherché la radio. Plus là non plus. Dans l'escalier noir, je descendais à l'aveugle. Les marches comptaient plus que les secondes. Je posais le pied, je vérifiais, je descendais encore. Je ne voulais pas tomber. Je voulais juste de l'air. En bas, une sortie donnait sur une cour intérieure. Un petit rectangle de béton, des poubelles, un grillage, et au-delà, une rue parallèle. Je voyais la lumière des lampadaires. Je voyais la liberté à 10 mètres, sauf que 2 silhouettes attendaient déjà près du grillage. Ils avaient anticipé. Ils souriaient sans joie. L'un tenait une bombe de peinture. L'autre tenait une barre, peut-être un morceau de métal. Je me suis figé. Mon cerveau cherchait une option. Monter? Redescendre? Crier? Personne ne venait. Tout le monde dormait ou faisait semblant. Le gaz à la bombe a levé le bras. Regarde le flic, il sait plus. La phrase m'a humilié plus que le reste, parce qu'elle disait vrai. Je ne savais plus. J'avais brûlé toutes les options correctes en 10 minutes. J'ai choisi la seule chose qui restait. J'ai foncé. Je ne courais pas vers eux. Je courais vers le grillage, comme si mon corps pouvait le traverser. Je frappais le métal avec mon épaule. La douleur m'a explosé dans le bras. Mais le grillage a bougé. Une attache lâchait. Le béton était vieux. Les fixations étaient mal posées. La banlieue se construit souvent comme ça, par couches, par bricolage. J'ai frappé encore. J'ai senti le métal se tordre.
Les 2 gars ont avancé. Le morceau de métal s'est levé. J'ai mis mon bras devant ma tête. Le coup a pris l'avant-bras. Un choc sec. La douleur a tout mangé. J'ai crié. Pas de phrase. Un bruit animal. Et dans ce cri, j'ai entendu une sirène, au loin. Enfin, pas proche, mais réelle. Une sirène qui change la psychologie d'un groupe. Parce que soudain, la scène n'appartient plus qu'à eux. Le gars à la bombe a reculé, l'autre a hésité. Ils n'avaient pas prévu une arrivée rapide, ils avaient prévu un jeu long. Ils voulaient me faire disparaître dans un endroit sans témoin, pas se faire attraper en flagrant. Je frappais une dernière fois le grillage. Un passage s'ouvrait. Je me suis glissé, j'ai déchiré mon uniforme, j'ai arraché un bout de gilet. Je ne sentais même plus. Je pensais juste à la rue. Je suis tombé sur le trottoir de l'autre côté. Mes mains ont touché le bitume froid. Je me suis relevé, je titubais, je courais comme un homme ivre. Je cherchais la voiture. Je cherchais une lumière bleue. Je cherchais n'importe quoi. Quand la patrouille est arrivée, 2 collègues m'ont reconnu à peine. Mon visage avait pris une couleur étrange. Mes yeux étaient trop ouverts. Mon bras pendait. Je parlais trop vite. Je donnais une adresse, puis une autre. Je disais « hall »,« escalier », ils savent mon nom. Je disais des phrases qui sonnaient folles. On m'a fait asseoir dans la voiture sérigraphiée. On m'a posé des questions. Combien? Qui? Où? Je répondais mal, j'avais honte, j'avais peur. Et je sentais encore leur regard, même loin, même dehors. Comme si les murs avaient regardé leur voix. Le lendemain, j'ai appris un détail qui m'a fini. Le jeune que j'avais lâché près de la place, celui que je tirais vers la voiture, quelqu'un l'avait tabassé après mon départ. Pas par moi. Pas à cause de moi de façon directe. Mais je savais que ma présence avait déclenché quelque chose. Une punition interne, un règlement, une façon de montrer qu'on ne ramène personne vers la police. Il est parti à l'hôpital. Il n'a pas parlé. Il a pris tout pour lui. J'ai compris alors que je n'avais pas seulement perdu une bagarre. J'avais nourri une machine de peur, de contrôle, de silence. Au service, personne ne m'a traité de lâche. Ils connaissaient la règle. Seul, tu ne fais pas le héros. Mais je lisais autre chose dans leurs yeux. Une fatigue, une résignation. Ils se disaient « ça arrive ». Et ce « ça arrive » m'a dégoûté. Parce que ça veut dire « ça recommencera ». Les semaines suivantes, je reprenais la nuit. Je faisais mon travail. Je roulais près du canal Saint-Denis. Je passais devant le Stade de France comme un repère stable. Je croisais les mêmes tours, les mêmes halls. Je regardais les mêmes scooters. Et pourtant, je ne voyais plus pareil. Chaque entrée d'immeuble avait une bouche. Chaque fenêtre avait un œil. Chaque silhouette avait une intention. Je changeais mes habitudes. Je prenais d'autres routes. Je regardais le rétro trop souvent. Je coupais la radio quand elle grésillait. Le bruit me rendait fou. Je gardais les mains sèches sur le volant, mais j'avais la sensation d'avoir du sang sur les doigts. Un soir, au feu, un scooter s'est arrêté à côté de moi. Le conducteur portait un casque intégral. Il tournait la tête vers moi. Il ne disait rien, il ne faisait rien, il restait là, juste à la hauteur de ma vitre. Mon cœur a sauté, mon corps a voulu fuir. Le feu était rouge, la rue était pleine. Je ne pouvais pas bouger sans faire un drame. Je respirais court. Mes yeux cherchaient ses mains. Je cherchais un tournevis, une barre, une arme. Je ne voyais rien. Je voyais juste le casque noir qui me regardait. Le feu est passé au vert. Le scooter est parti sans bruit fort. Il a tourné à droite. Moi, j'ai continué tout droit. Et j'ai compris que le piège le plus efficace ne se referme pas toujours. Parfois, il s'ouvre. Il te laisse sortir. Il te laisse vivre. Et il s'installe dans ta tête. Chez moi, dans mon appartement, je fermais la porte à double tour.
Je vérifiais la fenêtre. Je regardais la cour, j'écoutais les bruits du dehors. Une moto au loin, un rire, une porte qui claque. Des sons normaux, sauf que mon cerveau ne les entendait plus comme ça. Je pensais à la phrase du grand. On te trouve dehors. Je pensais à mon nom dans sa bouche. Je pensais au téléphone qui filme. Je pensais à ce hall qui pue, à la lumière jaune, aux chaussures autour de ma tête. Je pensais à la porte qui se ferme au 2e étage. Je ne lui en voulais même pas. Je comprenais. Je la comprenais trop. Je me couchais tard. Je ne dormais pas vraiment. Je me réveillais au moindre bruit. Je gardais le téléphone près de moi. Et parfois, dans le silence, j'avais une certitude terrible, simple, sans mystère. Dans ces quartiers, la peur ne vient pas des fantômes. Elle vient des gens, elle vient de la foule, elle vient des erreurs. Et elle reste, même quand tout semble calme, parce que la ville a une mémoire, et parce que moi aussi. Je suis arrivé un lundi de novembre avec une valise, un sac de sport et l'odeur de gasoil qui colle aux vestes quand on descend d'un fourgon. La route a grimpé pendant 1 heure entre des sapins noirs, des prés clos par des murs de pierre et des fermes tassées contre le vent. La carte disait « plateau », mais je n'ai vu qu'un grand vide, un ciel bas et des hameaux qui se cachent derrière les haies. La brigade ne ressemblait pas à une brigade. Une maison de bourg, 2 volets bleus, un panneau « gendarmerie » qui tenait par habitude. On m'avait affecté en renfort sur une communauté de brigades, une « COB » qui couvrait 3 cantons pour presque rien. Dans le bureau, le chef a posé une pile de dossiers sur mon arrivée, sans lever les yeux longtemps. 2 effectifs pour les nuits, 3 quand un collègue de la ville voisine venait prêter main forte. Le reste du temps, des kilomètres, des clés et le numéro du parquet sur un post-it. Le chef m'a dit « Ici, tout le monde se connaît. Tu fais du bruit, tu t'enfermes. » Il a souri comme on sourit à un jeune qui croit encore à la règle. Puis il a ajouté « Et tu ne te mets pas le village à dos pour une histoire de clôture ou de chien. On a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. » J'ai pris le logement de fonction au-dessus de la brigade. Une pièce, une kitchenette, un radiateur qui claque. Le soir, j'ai entendu les pas dans la rue, les portières qui ferment, et ce silence après, trop plein, trop propre. En ville, même la nuit, quelque chose traîne dans l'air, une télé, un bus, un rire. Là, rien. Même mon téléphone a hésité à accrocher une barre de réseau. Le premier matin, j'ai fait ma tournée à pied pour me présenter, comme on dit. La mairie, une épicerie-bar, une boulangerie qui ouvre 3 jours par semaine, une poste qui sert aussi de dépôt de pain. Les gens m'ont salué avec une politesse sèche. Ils m'ont appelé mon adjudant, alors que je ne l'étais pas. Ils ont fait semblant de chercher mon nom, puis ils l'ont oublié aussitôt. Tout le monde a posé les mêmes questions, avec la même phrase « Vous venez d'où, vous ?» Pas comment, pas pourquoi, d'où, comme si ça suffisait pour trier un homme. Au bar, le patron a essuyé un verre et m'a offert un café sans me demander. Un vieux, près du poêle, a lâché « Les gendarmes, ça passe ». Il a tapé sur la table. Le pays, lui, il reste. Personne n'a ri, personne n'a contredit. J'ai eu l'impression de mettre les pieds dans une famille qui règle ses comptes à huis clos. La première semaine, j'ai fait du banal, un différend de bornage, des menaces entre voisins, un contrôle alcoolémie à la sortie du bourg. Rien de glorieux. On note, on apaise, on rédige, on remonte. On croit qu'on maintient quelque chose. En réalité, on pose des rustines, sur une terre qui refuse l'État. Les gens disent la gendarmerie comme ils disent la pluie.
une chose qui tombe parfois et qu'on subit. Le vendredi, à 18h40, le téléphone a sonné. Une femme, voix serrée, m'a dit « Mon frère ne rentre pas ». Elle a donné un prénom, Mathieu, 32 ans. Il vit à la ferme des Rocs, un lieu-dit à 15 km, 2 maisons, une route qui finit en chemin. Elle a précisé « Il ne sort pas d'habitude ». Puis, après un silence, il a eu des problèmes avec les voisins. J'ai pris le Kangoo de service et je suis monté. La nuit a avalé la route. Les phares ont accroché des yeux d'animaux sur le bas-côté. Je suis arrivé devant une cour. 2 bâtiments, une grange, une maison basse. La lumière du salon restait éteinte. J'ai appelé. Un chien a aboyé derrière une porte. Aucun pas. Je suis entré dans la cour, lampe à la main. J'ai vu une trace de pneu fraîche, puis une autre plus ancienne. Rien d'autre. J'ai fait le tour. Une fenêtre entr'ouverte. Pas de bruit. J'ai annoncé ma présence comme on nous l'apprend. Fort, clair. Rien. Dans la maison, l'air sentait le froid et la lessive. Une table, un bol, une chaise tirée. Le chien a grondé dans une pièce. Je l'ai calmé par la voix. J'ai noté chaque détail avec l'instinct du métier. Un téléphone sur le canapé, écran noir, des bottes pleines de boue près de la porte, une veste sur un dossier. Pas de sang, pas de lutte, juste une absence. Une absence trop nette, presque rangée. J'ai appelé le chef, il a soupiré. Tu prends la plainte, tu fais une enquête préliminaire, tu demandes à la famille si le gars a déjà disparu. J'ai rappelé la sœur. Non, jamais. Elle a pleuré sans bruit. Elle a ajouté « Il parlait d'un type du coin, un certain Joël. Il disait que Joël n'aimait pas les gens. Il disait aussi, ils font la loi entre eux. » Le lendemain, j'ai commencé les auditions. Au village, le nom de Mathieu a fait bouger des épaules, pas des visages. On m'a répondu « Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Il reste chez lui. » Le maire m'a reçu dans son bureau, une pièce avec des diplômes encadrés et une odeur de tabac froid. Il a joint les mains. « Vous savez, ici, on rend service. Mathieu, on l'a aidé. » Il a insisté sur « aider », puis il a glissé « il a un caractère ». Quand j'ai demandé le nom de Joël, le maire a regardé par la fenêtre. « Joël ? Il vit en haut, vers la scierie, un gars solitaire. » Il a appuyé sur « solitaire » comme si ce mot expliquait tout. Il a fini « Mais Joël ne fait pas de mal, il parle fort, c'est tout. » Je suis allé voir Joël. Une maison en parpaing, un hangar, du bois empilé, une odeur de chaîne de tronçonneuse. Joël m'a ouvert en gardant le loquet. Un grand, la cinquantaine, des mains fendues. Il m'a tutoyé d'emblée. « Tu cherches quoi ?» Je lui ai dit que je cherchais Mathieu. Il a souri, mais ses yeux n'ont pas bougé. « Mathieu, un emmerdeur, il a dû partir. » Il a ajouté « Ici, on tient les clôtures, on tient les bêtes, on tient nos affaires. » Je lui ai demandé où il se trouvait la veille. Il a levé les mains, chez moi. Je lui ai demandé s'il avait vu Mathieu. Non. Il a refermé. Une conversation sans prise. Je suis reparti avec une sensation de mur. Pas un mur de pierre, un mur humain. Une entente silencieuse. Au retour, j'ai tenté d'appeler la compagnie. La radio a craché, le réseau a lâché, le plateau a gardé son secret comme une langue qui se mord. Le soir, j'ai rédigé les premières pièces. J'ai appelé le parquet pour signaler la disparition. Le magistrat de permanence a écouté, puis il a dit « Adjudant-chef, vous avez des éléments graves ?» J'ai répondu « Rien de visible, mais un contexte tendu, des voisins, une fermeture. » Il a répondu « Vous continuez, vous me tenez au courant. Pas de grands moyens sans indice. » Sa voix avait la fatigue des dossiers qui s'empilent. J'ai commencé les vérifications. Bornage, litige, antécédents.
Mathieu avait eu une procédure pour coups et blessures, 5 ans plus tôt, bagarre au bal du 14 juillet. Classement sans suite. Une main courante pour menace avec un voisin. Rien de lourd. Rien qui ouvre la porte au renfort, aux hélicos, aux chiens. Le 3e jour, quelqu'un a glissé un papier sous ma porte, en haut de la brigade. Pas d'enveloppe, juste une phrase au stylo. On n'a pas besoin de toi pour vivre ici. Pas de signature, pas d'empreinte exploitable. Un message, pas une preuve. J'ai cru à une blague au début, un jeune du coin, puis j'ai pensé à Joël, puis à n'importe qui. Ce doute, il a commencé à me manger. Je me suis surpris à écouter les marches dans l'escalier, à regarder la fenêtre avant d'allumer la lumière. La nuit, je me réveillais à cause d'un claquement de chauffage. J'imaginais une porte. J'ai continué, j'ai interrogé la sœur. Elle a raconté les disputes, des clôtures, des bêtes qui passent, des insultes. Elle a fini par lâcher une phrase. Mathieu disait qu'ils se réunissent. Je lui ai demandé qui. Elle a dit « Les hommes du coin, au bar, dans une grange, je ne sais pas ». Au bar, quand je suis entré, les voix ont baissé d'un cran. Pas un silence brutal. Une baisse, une discipline. Je me suis assis. J'ai commandé un café. Le patron a posé la tasse sans me regarder vraiment. J'ai demandé si quelqu'un avait vu Mathieu la semaine dernière. Un habitué a dit « Il a peut-être fait une fugue ». Un autre a dit « Il devait de l'argent ». Je savais que ça sortait au hasard, comme un panier de prétextes. Personne n'a demandé « Mathieu ? Lequel ?» Il savait. Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Une voix d'homme, basse, a dit « Arrête !» Rien de plus. Ça a coupé. J'ai rappelé, impossible. J'ai demandé un renfort discret à la compagnie. On m'a répondu « Effectif pris sur une opération stupéfiant. Une escorte, un accident grave sur l'axe principal, fait au mieux. Tiens la procédure. Reste prudent. Les phrases standards, celles qui lavent les mains sans le dire. » Le lendemain matin, j'ai trouvé le Kangoo avec un pneu à plat, une vis plantée proprement, à l'intérieur de la bande. Pas un clou ramassé par hasard. Une vis qu'on place. J'ai photographié, j'ai noté. J'ai remplacé la roue. J'ai senti la colère monter, puis retomber. Contre qui ? Un village entier ? Une main invisible ? Ça ne sert à rien de se battre contre l'air. J'ai pris ma voiture personnelle pour aller au lieu-dit des Rocs. Sur le chemin, un tracteur a roulé devant moi à 10 à l'heure, sans raison. Quand j'ai tenté de doubler, il a serré. J'ai freiné. J'ai vu le visage du conducteur dans le rétro. Il souriait. À la ferme, j'ai poussé plus loin. J'ai fouillé la grange avec une autorisation du procureur, obtenue à force d'appel. Rien. J'ai inspecté le terrain autour. J'ai vu des traces de pneus qui descendaient vers un sous-bois. Le sol restait humide. Les empreintes parlaient. Elles rejoignaient un chemin communal, puis elles disparaissaient sur la route principale. J'ai pensé aux caméras. Il n'y en avait pas. Pas ici. Le plateau vit sans regard. Dans l'après-midi, une vieille femme est entrée dans la brigade. Elle a posé son sac, elle a regardé partout, puis elle a dit « Je viens pour mon permis ». Un prétexte. Elle n'avait pas de dossier. Elle a fini par dire, sans me regarder, « Le disparu, il a parlé trop ». Elle a pincé les lèvres. Il a insulté des gens. J'ai demandé « Qui ?» Elle a fait non de la tête. Elle a ajouté « Vous ne comprenez pas. Ici, on se protège ». Puis, elle a pris la poignée de la porte et elle est partie. Cette phrase a tourné dans ma tête. On se protège. Pas « on protège les enfants ». Pas « on protège les faibles ». On se protège. Le groupe avant tout. La vérité après. J'ai commencé à noter les liens, le maire et le patron du bar, cousin, Joël, beau-frère d'un conseiller municipal, le pompier volontaire, voisin du chef de chasse,
La chasse, justement, tous les hommes se retrouvaient là. La battue comme réunion, la forêt comme salle fermée. J'ai demandé les registres de chasse, les dates de battue. On m'a répondu avec un rire. « Vous voulez contrôler la chasse ?» J'ai insisté. On m'a donné une feuille froissée, illisible. Je savais qu'on se moquait. Le soir, sur le parking de la brigade, j'ai vu des silhouettes au bout de la rue. 3 hommes. Ils ne bougeaient pas. Ils parlaient entre eux. Quand j'ai fait un pas, ils ont tourné le dos. Ils ont marché lentement. Un avertissement sans mots. Je me suis surpris à fermer ma porte à double tour, à laisser la lampe du couloir. Je n'avais jamais fait ça avant. Une semaine a passé. Le parquet a demandé un point. Je n'avais rien. Pas un témoin. Pas un indice matériel solide. Le magistrat a dit « On ne va pas mobiliser la SR, vous comprenez ?» Il a parlé d'un adulte, d'une disparition volontaire possible, d'un contexte rural où les gens se débrouillent. Il a conclu « Vous continuez les recherches, mais ne vous mettez pas en danger. » Je me suis senti seul d'un coup. Pas seulement sur le plateau, seul dans la chaîne, seul avec des formulaires et des gens qui savent jouer avec les vides. Le 10e jour, un appel a signalé une voiture abandonnée près d'un pont à 8 km. Une Clio grise, ouverte, sans clé. On a retrouvé le véhicule de Mathieu. Pas de sang, pas de traces de lutte, mais une odeur de terre et de fumier. Sur le siège, un bonnet. Dans le coffre, une corde et une pelle, outil banal ici. Le pont enjambait un ruisseau mince, pas un endroit pour se noyer. On avait posé la voiture là pour raconter une histoire. Une mise en scène pauvre, mais suffisante pour un dossier. J'ai demandé des relevés, j'ai pris des photos, j'ai fait venir l'identification criminelle. Ils sont venus le lendemain, avec l'air pressé. Ils ont bossé propre, mais ils ont trouvé peu. Trop peu. La pluie a lavé, la boue a brouillé. Le soir même, le patron du bar m'a croisé devant la mairie. Il a souri, presque chaleureux. « Alors, vous avancez ?» J'ai dit non. Il a haussé les épaules. « Vous voyez, des fois, les gens partent. Faut pas tout imaginer. » Il a tapé sur mon épaule comme un ami. Son geste m'a donné envie de reculer. La paranoïa ne vient pas d'un grand choc. Elle vient du détail qui se répète. Un regard qui s'éteint quand on arrive. Un bonjour qui devient un contrôle. Une plaisanterie qui cache une menace. On finit par douter de tout, même de soi. Je relisais mes PV le soir, je cherchais un trou dans ma logique. Je me demandais si je devenais ridicule. Je me demandais si je perdais le sens. J'ai tenté une approche différente. Je suis allé voir le facteur, l'homme qui passe partout. Il a refusé de s'asseoir. Il a dit « Je ne sais rien ». Puis il a soufflé « Vous n'êtes pas d'ici ». Je lui ai répondu « Je suis gendarme ». Il a baissé les yeux, justement. Je suis allé voir l'instituteur. Il a parlé des enfants, de la neige, des repas à la cantine. Il a évité tout le reste. Quand j'ai prononcé Mathieu, il a serré la mâchoire. « Je ne peux pas vous aider. » Sa voix tremblait. Pas par pitié, par peur. Cette peur-là m'a glacé plus que les menaces. Une peur partagée. Une peur qui tient un village comme une clôture électrique. Le lendemain, quelqu'un a rayé ma voiture personnelle, sur toute la longueur. Pas une clé rapide. Un geste lent, appuyé, patient. J'ai regardé autour. Pas de témoin. Personne n'a rien vu. J'ai déposé plainte contre X par principe. J'ai senti l'absurdité. La nuit suivante, à 2h17, on a frappé à ma porte, en haut. 3 coups secs. J'ai pris mon arme, j'ai ouvert d'un cran. Le couloir restait vide. Sur le paillasson, une boîte de conserve. Une boîte de pâté, ouverte, avec une photo dedans. Une photo papier, ancienne, pliée. On y voyait Mathieu, au bar, avec 3 hommes. L'un d'eux posait la main sur l'épaule de Mathieu comme un propriétaire. Au dos, au feutre, il était des nôtres.
Je n'ai pas dormi après. J'ai compris le message. Il décide qui appartient au groupe et qui sort. Et il me plaçait en dehors. Le matin, j'ai appelé le chef. Je lui ai montré la photo. Il a regardé, il a pâli, puis il a repris son visage de bureau. « Tu vas me dire que tu as peur d'une boîte de pâté ?» Il a soufflé. « On n'a pas les moyens. Et tu sais quoi? Si tu insistes trop, tu vas te griller. Après, plus personne ne te donnera rien, tu comprends ?» Il ne défendait pas le village. Il défendait la survie de la brigade, la paix fragile, le calme qui évite les vagues. Je suis sorti avec une rage sèche. Je ne pouvais pas lâcher. Pas pour la gloire. Pour ce type disparu, pour sa sœur, pour l'idée même du boulot. Mais je me suis heurté à la réalité. Un gendarme seul ne fait pas plier un groupe soudé. Le droit a besoin de mains, de temps, de preuves. Eux, ils n'avaient besoin que du silence. J'ai décidé d'aller au bout d'un point précis, la Syrie. Une zone en bord de forêt, avec des hangars, une fosse, un vieux brûleur à déchets. J'y suis allé en fin d'après-midi, sans prévenir. J'ai trouvé Joël et 2 autres hommes. Ils ont coupé le moteur d'une machine. Le silence a claqué. Joël m'a fixé. « Tu viens encore ?» J'ai demandé ce qu'il faisait. Il a répondu « On travaille. » J'ai regardé la fosse, la terre retournée. J'ai dit « Je veux voir. » Un autre homme, plus petit, a ri. « Tu veux creuser ?» Son rire a sonné comme un défi. J'ai sorti mon téléphone pour filmer, par réflexe. Joël a fait un pas. « Range ça ?» J'ai refusé. Il a avancé encore, très près. J'ai senti son souffle. Il a dit, très calmement, « Tu fais le malin, mais tu rentres chez toi seul, le soir. Tu manges seul, tu dors seul, et nous, on vit ici, tu comprends ?» Je l'ai compris, oui, pas comme une menace directe, comme un constat. La force, ici, ne venait pas des points. Elle venait du nombre, du lien, du fait que personne ne parlera jamais, même si tout le monde sait. J'ai reculé. J'ai noté la scène dans ma tête. J'ai quitté les lieux sans preuve, encore. Le soir, la sœur de Mathieu m'a rappelé. Elle a dit « Ils m'ont rendu visite. Ils, sans nom. Ils m'ont dit d'arrêter d'appeler la gendarmerie. Ils m'ont dit « Tu veux qu'on t'aide, toi aussi ?» Elle a pleuré. J'ai senti une honte violente parce que je ne pouvais rien lui promettre. J'ai tenté un dernier levier, la presse locale. Une idée sale, mais parfois utile. J'ai appelé un correspondant du journal départemental, sans donner d'éléments sensibles. Il a dit « Vous voulez faire monter une affaire ?» J'ai répondu « Je veux que quelqu'un parle. » Il a ri, puis il a dit « Ici, ça ne marche pas comme ça. Vous allez juste les souder. » Le lendemain, le chef m'a convoqué. Il avait un rapport sur son bureau. On m'a appelé. Il a tapé sur la feuille. Le maire, la compagnie, tout le monde. Il m'a regardé. « Tu fais du zèle, tu prends ça personnel, tu t'épuises et tu mets la brigade en risque. » Il a ajouté. « Le procureur veut du factuel, pas des impressions. » J'ai répondu que j'avais des intimidations, une photo, des dégradations. Il a levé la main. « Tu vas faire quoi? Mettre tout le village en garde à vue ?» Il a soufflé. « Tu n'as pas grandi ici? Moi si, je sais comment ça tourne. » Cette phrase m'a fait mal parce qu'elle disait l'essentiel. Même chez nous, dans l'uniforme, certains font avec le pays au lieu de faire respecter la loi. Le soir, j'ai reçu un mail du parquet. À ce stade, poursuite des investigations, aucun acte coercitif supplémentaire. Une manière élégante de dire « débrouille-toi, mais ne coûte pas cher ». J'ai commencé à perdre pied. Je me suis mis à voir des signes partout. Une voiture qui me suit, un hasard, un silence au bar, une habitude. Le moindre détail devenait une preuve dans ma tête. Je me suis fait peur à moi-même. J'ai compris que je pouvais commettre une erreur. Ici, une erreur ne pardonne pas. Un faux pas, et ils te font passer pour le fou du canton. Puis, un matin, un événement a tout écrasé. On a retrouvé Mathieu.
Enfin, on a retrouvé ce qu'il restait. Un chasseur a découvert un corps dans un ravin, loin, au bord d'un chemin forestier. On m'a appelé comme pour un accident banal. Quand je suis arrivé, les pompiers volontaires étaient déjà là. Le maire aussi. Le patron du bar aussi. Trop de monde, trop vite, trop bien placé. Les mêmes visages, encore. Le corps reposait en contrebas, dans des ronces. Je n'ai pas reconnu tout de suite. Les animaux avaient fait leur travail. La pluie aussi. Le médecin a parlé de délai, de décomposition, de possibles chutes. Je voyais surtout la manière dont on avait trouvé ce ravin, comme si on avait choisi l'endroit pour le dossier. J'ai tenté de sécuriser la zone. Le pompier volontaire a dit « On a déjà bougé un peu pour vérifier ». Il a dit ça comme une excuse normale. J'ai senti mes mains trembler. Chaque geste maladroit effaçait la vérité. Chaque bonne intention servait leur histoire. Le procureur a demandé un rapport rapide. On a parlé d'une chute, d'un malaise, d'un accident. La machine a cherché la sortie la plus simple. Sans témoin, sans trace exploitable, sans aveu, le système adore les accidents. J'ai insisté sur le contexte, sur les menaces, sur les intimidations. On m'a répondu « Vous faites un lien sans preuve ». On m'a rappelé la prudence, l'objectivité. On m'a conseillé du repos. La sœur de Mathieu a crié au téléphone. Elle a dit « Ils l'ont tué ». Je n'ai pas su quoi dire. Je n'avais rien à lui offrir à part des mots, et les mots ne protègent personne. Le dimanche suivant, au bar, j'ai entendu un rire au fond. Quelqu'un a dit « Ça y est, l'affaire se tasse ». Un autre a répondu « Il l'avait cherché ». Ils ont parlé de Mathieu comme d'un chien qu'on éloigne. Sans haine, sans passion, juste une logique collective, froide. Je suis rentré chez moi avec une nausée. J'ai regardé mon uniforme pendu à une chaise. Il ne pesait rien, et il pesait trop. J'ai compris l'impuissance institutionnelle dans sa forme la plus simple. L'État tient sur des procédures. Le village tient sur un pacte. Quand le pacte gagne, la procédure devient du papier. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une enveloppe sur mon pare-brise. À l'intérieur, une copie de ma plainte contre X pour les rayures, barrée d'une croix rouge, et un mot « classement ». Ils n'avaient pas accès au parquet, bien sûr. Ils jouaient. Ils imitaient notre langage. Ils me montraient qu'ils pouvaient entrer dans ma tête, jusque dans mon vocabulaire. Le chef m'a proposé une mutation, pour souffler. Il a fait passer ça pour une faveur. J'ai compris qu'il voulait éteindre le feu. Pas résoudre. Éteindre. Le dernier soir, j'ai fait un tour dans le bourg. La neige a commencé à tomber, fine. Les lumières des maisons restaient basses. J'ai croisé le maire. Il a serré ma main avec chaleur. « Bon courage pour la suite !» Je l'ai regardé. Je me suis demandé s'il avait posé une pelle, un jour, lui aussi. Ou s'il avait juste fermé les yeux au bon moment. Joël m'a croisé près de la place. Il a souri. Il a dit « Tu vois, ça passe ». La même phrase que le vieux au poil. « Les gendarmes, ça passe ». Il a ajouté « Tu as appris ». Je suis monté dans ma voiture. J'ai roulé vers la ville, vers les lampadaires, vers le bruit. Dans le rétroviseur, le bourg a rétréci, puis il a disparu dans le noir. Je n'ai pas emporté de preuves. J'ai emporté un poids de silence. Ce silence, il ne hurle pas. Il s'installe, il colle, il rend fou. Et le pire, ce n'est pas la peur d'un homme dans un chemin. Le pire, c'est la certitude que, là-bas, des gens se lèvent chaque matin. Ils se saluent, ils se rendent service, ils vont à la messe, ils font la fête du village, et ils gardent tous, chacun à sa place, le même secret, comme une bête dans une grange. Une bête qu'ils nourrissent ensemble. Quand je repense à cette affectation, je ne vois pas un crime spectaculaire. Je vois une cruauté collective ordinaire. Une cruauté qui ne fait pas de bruit.
une cruauté qui s'organise sans ordre écrit. Et je vois surtout mon impuissance, nette, totale, devant un nous qui a décidé que la vérité ne rentre pas chez eux. Je travaillais à la PJ de Paris, au Bastion, près du tribunal de Paris, porte de Clichy. Préfecture de police, intérieur.gouv.fr+. 1. Quand je dis ça, les gens pensent encore au 36 quai des Orfèvres, à l'île de la Cité, aux murs qui sentent la Seine et le tabac froid. Moi aussi, j'y pense parfois. Mais mes nuits, depuis cette affaire, se passent au 17e, dans un immeuble propre, vitré, trop neuf. Un endroit qui ne garde rien, sauf les secrets. Le dossier arriva un mardi, juste après 8 heures. Un signalement simple, presque banal. Disparition inquiétante. Une femme de 32 ans, Claire V., chargée de mission dans une association. Son frère avait attendu 24 heures, puis il avait craqué. Il se tenait au commissariat du 11e avec les yeux rouges, une feuille A4, et ce tremblement dans la voix qui se fige quand la peur se transforme en honte. Il répétait qu'elle ne coupait jamais son téléphone, qu'elle répondait même au mauvais moment, qu'elle aimait trop son neveu pour disparaître sans un mot. On me donna le dossier parce que mon chef me savait méthodique. Je ne croyais pas aux coups de génie. Je croyais au terrain, aux réquisitions, aux heures passées devant des images trop grises. Je partis au 11e en fin de matinée. J'ai pris le métro à Porte de Clichy, ligne 13, celle qui serre les corps et le souffle. Dans la rame, les gens regardaient leurs écrans. Je regardais leurs mains. Je pensais à la main qui avait peut-être attrapé Claire. Son appartement donnait sur une petite rue calme près de Voltaire. Une porte ordinaire, une boîte aux lettres ordinaire. À l'intérieur, rien ne criait. Un bol avec du café sec, un livre ouvert sur la table. Pas de lutte, pas de tiroir retourné. Le genre d'absence qui rassure les proches et qui effraie les flics. Parce que ce vide raconte une chose simple. Quelqu'un a voulu que tout paraisse normal. Je parlais au voisin du dessus. Il se souvenait d'un bruit de talons vers 23 heures, une porte qui claque, puis plus rien. Je parlais à la boulangère. Claire venait tôt, elle prenait un café allongé, elle souriait. Elle souriait comme quelqu'un qui porte un sac invisible. La boulangère avait dit ça sans y penser. Moi, je l'ai noté. Je notais toujours les phrases inutiles. Elles deviennent utiles plus tard. Je lançais les premières réquisitions. Opérateur téléphonique, bornage, bancaire. On récupéra ses derniers paiements, un bar près de République vers 22h30, un ticket à 50 €. Pas son style, selon son frère. Ensuite, plus rien. Son téléphone accrocha une antenne vers le canal Saint-Martin, puis il se tut. Pas d'appel à l'aide, pas de message paniqué. Juste un silence net. Je fis un premier tour au bar. Un endroit à la mode, lumière chaude, musique trop forte. Le patron se montra poli, mais ses yeux refusaient mon regard. Les caméras de la salle ne marchaient plus depuis 2 jours. La phrase sortit trop vite. Je demandai le système, la date de la panne, le contrat de maintenance. Il me donna un nom d'entreprise, puis il changea de sujet. Je sortis. Dans la rue, je sentis une gêne que je ne pouvais pas encore nommer. Ce n'était pas la peur, pas encore. C'était comme une porte qui se ferme loin de vous, dans un couloir. Je remontai la piste du ticket à 50 €. Le serveur qui avait encaissé me décrivit Claire sans hésiter. Elle avait rencontré un homme. Costume sombre, pas jeune. Il avait un visage connu, sans que le serveur puisse dire pourquoi. L'homme parlait bas. Claire gardait les épaules raides, comme au bord d'une décision. Ils étaient sortis ensemble. Le serveur avait remarqué une voiture noire, stationnée en double fil, moteur allumé. Il n'avait pas noté la plaque.
bien sûr. Le lendemain, je reçus les premières images de vidéoprotection, celles de la rue, celles du carrefour. Claire sort du bar, elle hésite, elle regarde autour d'elle, puis elle marche vers la voiture. Le passager ouvre la portière. Elle monte, la voiture part doucement, pas de geste brutal, pas de course, rien qui permet de parler d'enlèvement. Juste une scène de consentement qui ne me convainquit pas. Je demandais le bornage du téléphone de l'homme. Je ne l'avais pas. Je n'avais même pas son nom. Alors je fis comme d'habitude, je remontai la plaque par une autre caméra. Les images furent floues, mais la suite me donna un numéro partiel. J'envoyai ça au service compétent. Je croyais encore aux procédures. À midi, mon chef me convoqua. Il se tenait debout derrière son bureau, veste ouverte, cravate relâchée. Il avait l'air agacé, comme si je lui avais volé du temps. « On m'a appelé, dit-il. »« Qui ?»« On m'a appelé, répéta-t-il. » Il posa un dossier sur le bureau. Une fiche de Claire. Une note manuscrite sur un post-it. Juste 3 mots. Dossier sensible. Je demandai ce que ça voulait dire. Il me répondit sans me regarder. Tu restes dans les clous, tu fais tes actes, tu fais ton rapport et tu me laisses gérer le reste. Je sortis avec une sensation d'injustice d'enfant. Ce n'était pas la première fois qu'un dossier frottait des intérêts, mais on ne me parlait pas comme ça. On ne me disait pas « laisse ». On me disait « fais attention ». On me donnait une raison, même sale. Là, on me donnait un mur. Je continuais, j'allais voir l'association de Claire dans le 5e, près de Jussieu. Des affiches sur les murs, des photos de chantier, des sourires. La directrice me reçut dans une salle de réunion, main jointe, voix douce. Claire travaillait sur un dossier de logement social, un appel d'offres, des promoteurs, des élus. Rien d'illégal selon elle. Puis, quand j'insistais, son visage changea d'1 millimètre. Claire avait des doutes, dit-elle. Des doutes sur quoi? Sur des pressions, des menaces, pas directes, des choses qui se glissent. Elle sortit un carnet, celui de Claire. Des notes courtes, des adresses, des noms griffonnés. Je reconnus un nom de cabinet d'avocat, un autre de société immobilière. Et, au milieu, une mention qui me fit avaler ma salive. Dîner, cercle, jeudi. Je connaissais ce mot, cercle, parce que Paris en regorge. Des cercles privés, des salons, des clubs où les portes restent polies et fermées. Je demandai lequel. La directrice refusa. Elle dit qu'elle ne savait pas. Elle mentait mal. Le soir, je retournai au bastion. Les couloirs semblaient plus longs. Les vitres reflétèrent mon visage et je ne l'aimais pas. Je cherchais le nom du cabinet, puis celui de la société. Je trouvais des articles, des photos de cocktails, des rubans coupés, des sourires d'hommes en costume. Je ne trouvais rien d'incriminant. Je trouvais mieux, une impression de réseau, un tissu serré, une toile sans centre. Le lendemain, on me rendit une immatriculation complète. La voiture appartenait à une société de location haut de gamme. Adresse, 8e arrondissement, près de la Madeleine. Je me rendis sur place. Le responsable me reçut avec une politesse glaciale. « Nous louons à des clients exigeants, dit-il. Confidentialité absolue. »« Police judiciaire, répondis-je. »« Réquisition. » Il prit la feuille, la lut, puis il appela quelqu'un à voix basse. Il revint, sourire serré. « La location passe par un intermédiaire, dit-il. Un cabinet. Lequel? Je vais vous transmettre. » Il ne me transmit rien. 2 heures plus tard, un collègue m'appela. « Le parquet veut te voir. » Au tribunal de Paris, l'air sent le café et le plastique neuf. Je montais. Le procureur adjoint me reçut 10 minutes, pas plus. Il feuilletait mon rapport sans le lire. « Vous partez trop loin, dit-il. Je suis la piste. Vous risquez de créer un incident.
Un incident pour qui? Il leva enfin les yeux. Il avait ce regard calme qui écrase. Il répondit « Pour tout le monde ». Je sortis du tribunal avec un vide dans la poitrine. Sur le parvis, des avocats traversaient au pas rapide, robe noire, téléphone à l'oreille. Je pensais à Claire, à son sourire « sac invisible ». Je pensais à cette voiture noire. Je pensais à mon propre sac invisible, celui qui commence à peser quand on comprend qu'on ne se bat plus contre un auteur, mais contre un décor. Je revins au dossier. Je relus le carnet de Claire. Une adresse attira mon attention. Avenue Foch. Je n'avais pas besoin d'imagination. Avenue Foch, c'est large, riche, silencieux. C'est Paris qui se protège. J'allais sur place un soir en civil, les arbres alignés, les immeubles haussmanniens, les gardiens derrière leurs vitres. Je me sentis sale au milieu de ce calme. L'adresse donnait sur un hôtel particulier. Pas de plaque. Une caméra discrète au-dessus de la porte. 2 hommes en costume, oreillettes, posture de mur. Je n'entrais pas. Je restais en face, derrière un arbre. Je notais les voitures qui entraient, des berlines, un chauffeur. Parfois, une plaque diplomatique. Je compris que le cercle de Claire avait un visage. Je rentrais tard. Je n'osais pas raconter ça à ma compagne. Elle connaissait mes dossiers, mais elle ne connaissait pas cette sensation qui s'installe quand on approche d'un endroit interdit. Je pris une douche longue. L'eau ne suffit pas. Le lendemain matin, ma boîte mail contenait une convocation interne. Entretien hiérarchique, sans motif. Je montai au bureau de mon chef. Il ferma la porte. Il ne me proposa pas de m'asseoir. « Tu vas lâcher, dit-il. Pourquoi ? Parce que je te le dis. On a une disparue. On a des ordres. » Je demandais d'où venaient ces ordres. Il tapa du doigt sur le bureau, comme un métronome. « Tu veux sauver qui ? Claire ? Ta carrière ? Ta famille ? » Le mot « famille » entra dans la pièce comme une lame. Je sentis mon cœur accélérer. Je gardai un visage neutre. Il ajouta, plus bas, « Tu crois que tu joues au plus malin. Tu ne sais pas contre qui tu joues. » Je sortis et je marchai jusqu'au quai de Seine, côté pont de Clichy. Le ciel gris se collait aux immeubles. Je respirais fort, comme si je pouvais repousser la pression avec mes poumons. Je pensais à mes 2 enfants. Je me dis que je devais rester rationnel. Je me dis que la peur fait faire des bêtises. Je me dis ça comme on récite une prière. Je pris une décision simple. Je ne parlerai plus à personne au travail de ce que je trouvais. Je garderai des copies. Je noterai tout. Je deviendrai mon propre coffre-fort. Ce choix me donna un peu de force, et, tout de suite, il m'isola. Je passais les jours suivants sur les images. Métro République, sortie, rue, canal. Je trouvais une caméra qui filmait un angle de quai. Claire marche seule, puis elle regarde derrière elle. Un homme apparaît, manteau sombre. Il garde une distance. Il ne court pas. Il suit. Cela suffit. Je pris un zoom, image par image, jusqu'à voir une cicatrice fine sur sa joue. Je reconnus ce visage, ou plutôt je crus le reconnaître. J'avais déjà vu cette cicatrice dans un dossier ancien, une affaire de gros bras au service d'un élu local. Un type qui frappait sans laisser de traces, sauf celle-là. Je demandai à un collègue de la BRB un coup de main sur l'identité, sans donner le contexte. Il me répondit d'un ton bizarre. « Tu cherches des ennuis ? Je cherche un homme. Alors cherche ailleurs. » Il raccrocha. Le soir même, je trouvai ma voiture ouverte. Rien de volé, pas de casse, juste la boîte à gants vidée, puis rangée. Un message sans papier. On sait. Je ne dormis pas. J'entendais chaque bruit du palier. Je me levai 3 fois pour vérifier la serrure. Je regardais mes enfants respirer. Je compris que la peur ne vient pas du danger direct. Elle vient de l'idée que quelqu'un peut entrer dans votre vie sans casser la porte. Le lendemain,
un numéro masqué m'appela. Une voix d'homme, posée. « Vous aimez votre métier ?» dit-il. « Qui parle ?»« Un ami. Vous avez un dossier. Vous vous trompez de direction. Une femme manque à sa famille. Ne mélangez pas la morale et le travail. Vous risquez de vous perdre. » Il coupa. Je restais avec le téléphone à la main, comme un idiot. Je sentis une colère monter, puis une honte, parce qu'une partie de moi venait de croire à cette voix. Une partie de moi venait de chercher une sortie. Je fis ce que je déteste. Je mentis. Je dis à ma compagne que je partais en déplacement. Je louais une chambre d'hôtel près de la gare Saint-Lazare. Un endroit neutre, sans souvenir. Je posais mes copies de dossiers dans le coffre de l'hôtel. Je gardais une clé sur moi. Je me sentis ridicule. Puis, je pensais à la boîte à gants. Et je ne me sentis plus ridicule. À Saint-Lazare, le bruit couvre tout. Les annonces, les valises, les talons. Je pris un café au comptoir. Je regardais la foule. Je cherchais des regards trop fixes. Je me surpris à suspecter un couple, puis un adolescent, puis un vieux monsieur. La paranoïa ne ressemble pas à un film. Elle ressemble à un mauvais réflexe qui mange votre logique. Je reçus enfin une réponse sur le cabinet d'avocats. Un nom sorti, connu, très connu. Un cabinet qui travaille pour des groupes immobiliers et des personnalités publiques. Je trouvais aussi un lien discret avec un ancien ministre via une fondation. Tout restait propre. Trop propre. Je tentais une autre piste, l'argent. Claire avait encaissé 50 €, mais elle n'avait pas retiré. Pourquoi ce ticket? Je retournai au bar et je demandai les paiements de la soirée. Le patron refusa. Je posai ma carte PJ. Il pâlit. Il me donna un extrait. Je vise une ligne, un paiement à 300 €. Même heure, même table, mais nom différent. Une carte d'entreprise. Le nom de l'entreprise apparut. Une filiale d'un grand groupe de BTP. Je sentis mon ventre se serrer. Les disparitions simples ne croisent pas les groupes de BTP. Je fis un rapport. Je le transmis par la voie normale. 2 heures plus tard, je n'avais plus accès au dossier sur le serveur. Un message, accès restreint. Mon badge ne fonctionna plus sur une porte interne. On me coupait à l'intérieur même du bastion. Je montai voir mon chef, il avait déjà sa réponse. « On te retire, dit-il. Sur quel motif? Nécessité de service. Vous n'avez rien d'autre? Tu veux un conseil? Oublie. » Je restais debout. J'avais envie de hurler. Mais je pensais à mes enfants. Je pensais au mot « famille ». Alors je me tus, et ce silence me fit plus mal qu'une gifle. Je sortis et je pris le périphérique à pied, jusqu'à un endroit où la ville gronde. Le bruit des voitures me calma. Il me donnait une sensation de réalité. Je restais un flic. On me retirait un dossier, mais on ne m'effaçait pas la tête. Je pris un risque. J'appelai une juge d'instruction avec qui j'avais déjà travaillé, une femme droite, dure, connue pour ne pas plier. Je lui demandai un rendez-vous hors du tribunal. Elle accepta. On se retrouva près du Luxembourg, dans un café discret, un de ces endroits où les serveurs laissent les gens parler sans écouter. Je lui expliquai tout, sans nommer de nom, puis avec des noms. Je glissai une copie du carnet de Claire dans une enveloppe. La juge écouta. Elle ne commenta pas, puis elle dit, très calmement, « Vous avez des preuves? Des indices, des pressions, des blocages? Ils vont vous écraser. » Je lui demandai si elle pouvait ouvrir une information. Elle resta silencieuse un instant. Ensuite, elle me regarda comme on regarde un homme déjà condamné. « Je peux, » dit-elle. « Mais vous devez comprendre. Si je touche à ça, ils touchent à moi. Ils toucheront à vous, encore plus. » Je sortis du café avec un mélange de soulagement et de terreur. Je venais de déposer une charge dans les mains d'une personne qui pouvait la porter. Mais je venais aussi de signer mon nom sur une liste invisible.
2 jours plus tard, on retrouva un corps dans la Seine, côté ici. Un corps de femme. Les médias parlèrent vite, trop vite. Le nom de Claire sortit avant même la confirmation officielle. Je compris qu'on voulait fermer l'histoire. Je me rendis à l'Institut médico-légal. Je ne devais pas y aller. On m'avait retiré le dossier, mais je connaissais du monde. Je passais. Le corps portait des marques, pas celles de l'eau, des ecchymoses nettes sur les poignets, une trace de lien, et un petit hématome derrière l'oreille, là où on frappe pour étourdir sans casser le visage. Je ne prononçais aucun mot, je regardais. Je gravais tout dans ma mémoire, parce que je savais qu'on tenterait de me le voler. Le rapport officiel parla de noyade, de chute probable, de contexte psychologique à éclaircir. Je lus ça et j'ai senti mon sang bouillir. Quelqu'un avait écrit ces lignes avec une main propre. Quelqu'un avait décidé que Claire devait devenir un accident. Le soir, dans ma chambre près de Saint-Lazare, j'entendis frapper à la porte. 3 coups, espacés. Je ne bougeais pas. Je regardais le Judas. Personne. Puis, une voix basse, de l'autre côté. « On sait où tu dors. » Je restai figé. Je n'entendis plus que mon propre souffle. Je voulus appeler le 17. Mon doigt resta au-dessus de l'écran. Appeler qui? Mes collègues? Ceux qui m'avaient coupé l'accès? Mes chefs? Ceux qui m'avaient dit « famille » ? Je ne répondis pas. La poignée bougea une fois, doucement. Puis plus rien. Le silence s'étira. J'attendis longtemps, assis par terre, dos contre le mur, comme un enfant qui se cache sous une table. À un moment, je réalisai que la vraie violence venait de là. Il pouvait faire de moi un homme ridicule. Il pouvait me réduire. Le lendemain, je changeai d'hôtel. Je pris un petit endroit vers la place d'Italie, sans charme. Je ne dis rien à ma compagne. Chaque mensonge ajoutait une couche de poison. Mais je ne trouvais pas d'autre option. La juge me rappela. Sa voix avait perdu sa neutralité. « Ils m'ont appelé, dit-elle. »« Qui ?»« Des gens. Des gens qui ne devraient donc pas appeler une juge pour un dossier. » Je lui demandai ce qu'elle comptait faire. Elle souffla. « Je vais ouvrir, dit-elle. Mais je ne promets rien. Et je vous conseille de vous protéger. » Je lui répondis que je ne savais plus comment. Elle ne répondit pas. Le même jour, un homme me suivit dans le métro. Je le vis par reflet dans la vitre. Manteau sombre. La fameuse cicatrice, je la reconnus cette fois. Je descendis à Châtelet, je changeai de ligne, je remontai, je redescendis. Il resta. Il ne cherchait pas à se cacher. Il voulait que je le voie. Il voulait que je comprenne qu'il pouvait rester dans mon dos sans jamais courir. Je sortis sur le quai de la Seine, près du Pont-Neuf. Le vent était froid. Les touristes prenaient des photos. Je marchais vite. L'homme resta à distance. Quand je m'arrêtais près d'un kiosque, il s'arrêta aussi. Il leva la main comme un salut, un geste de voisin. Je rentrais chez moi ce soir-là, malgré tout. J'avais besoin de voir ma famille, de toucher quelque chose de vrai. Mon fils me sauta au cou. Ma fille me montra un dessin. Ma compagne me regarda avec un souci qu'elle n'osa pas formuler. Je mentis encore. Je dis « gros dossier ». Elle hocha la tête. Elle respectait mon silence parce qu'elle m'aimait. Je haïssais ce respect. La nuit, j'entendis un bruit sur le balcon. Je me levai d'un bond. Je pris une lampe. Je sortis. Je ne vis personne. Mais je vis un petit objet posé sur la table, une clé USB. Sans mots, sans enveloppe. Je la fixai longtemps. Je ne la branchai pas tout de suite. Je me dis que ça pouvait être un piège, un virus, une trace. Je pensais à une caméra cachée, je pensais à tout. Puis je la branchai. Parce que la curiosité, chez un enquêteur, ressemble à une faiblesse. Sur la clé, une vidéo. Une pièce sombre. Une femme attachée sur une chaise. Pas de visage visible.
mais la voix, je la reconnus. Claire. Elle parlait vite, elle pleurait, elle disait qu'elle avait signé. Elle disait « Ils ont des photos ». Elle disait « Je n'ai pas voulu ». Puis une voix d'homme, calme, coupa la sienne. « Vous voyez, inspecteur, tout le monde signe ». La vidéo s'arrêta. Je restais devant l'écran, incapable de bouger. Je venais de recevoir une preuve. Et je venais aussi de recevoir une menace pure. Il savait que je regarderais. Il savait où je dormais. Il jouait avec mon besoin de vérité. À partir de là, la peur changea de forme. Elle devint quotidienne. Elle entra dans les gestes simples, faire les courses, attendre le feu vert, conduire les enfants à l'école. Je regardais les motos trop longtemps. Je guettais les voitures qui ralentissaient. Je finis par comprendre que ce type de pression ne cherche pas seulement à vous arrêter. Il cherche à vous déformer. Je transmis la clé à la juge par un intermédiaire. Je ne laissai aucune trace numérique. Je pris le métro, puis un taxi, puis je marchais. Je jouais au petit espion dans ma propre ville. Paris devint un labyrinthe hostile. Les cafés me semblaient pleins d'oreilles. Les terrasses me semblaient pleines de regards. 2 jours plus tard, un collègue de mon service eut un accident de scooter sur le périphérique. Un gars solide, prudent. Il ne buvait pas. Il n'allait pas vite. Il tomba tout seul, selon le rapport. Il mourut sur place. Je connaissais ce collègue. Il m'avait vu bosser sur Claire. Il avait peut-être parlé. Ou il avait juste servi de rappel. Dans les 2 cas, le message restait clair. Il ne négocie pas. Il corrige. Je commençais à penser à la presse. J'y pensais comme à une porte de secours derrière un rideau de fumée. Mais la presse a ses limites. Et surtout, je pensais à ma famille. Je voyais déjà un titre flou, un nom, une photo de mes enfants, une adresse. Les gens qui contrôlent les dossiers contrôlent aussi les histoires. La juge me rappela encore. Sa voix tremblait à peine. « Le parquet veut reprendre la main », dit-elle. « Sur quel motif ? Motif administratif, motif de compétence, motif de tout. » Elle avait ouvert, mais on la cernait. Je compris que je ne me battais pas seulement contre des hommes riches. Je me battais contre une méthode, une machine. La machine sait attendre. Elle sait user. Je fis alors le choix que je n'avais jamais voulu faire. Je gardais une copie de tout, je préparais un dossier complet et je le plaçais hors de France via un ami d'enfance qui vivait à Bruxelles. Pas de grand plan héroïque, juste une assurance. Si je tombais, si je disparaissais à mon tour, quelqu'un pourrait parler. Le lendemain, 2 hommes m'attendaient à la sortie de l'école de ma fille. Pas de cagoule, pas de couteau. 2 manteaux sombres. Un sourire poli. « Vous êtes le papa de Léa ?» dit l'un. « Qui êtes-vous » ? « Des amis, dit-il. Vous avez l'air fatigué, il faut lever le pied. » Je serrai les dents. Je regardais autour. Des parents, des enfants, des cartables. Ils avaient choisi l'endroit parce qu'ils savaient que je resterais calme. « Vous n'avez pas le droit, dis-je. »« On ne parle pas de droit, dit l'autre. On parle de conséquences. » Ils partirent tranquillement. Personne ne les regarda. Ils se fondirent, dans la rue comme des cadres qui sortent d'un rendez-vous. Je rentrai chez moi et je dis la vérité à ma compagne. Pas tout, mais assez. Son visage blêmit. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas tout de suite. Elle me demanda juste « Tu peux arrêter ?» « Je peux, dis-je. Alors arrête. » Je compris à cet instant le cœur du piège. Il ne m'avait pas seulement menacé, il m'avait forcé à choisir entre 2 loyautés, le métier ou la famille, la justice ou la paix. Et aucune option ne restait propre. Le lendemain, mon chef me proposa un arrangement, un transfert, une mission administrative, un bureau sans dossier sensible, une sortie douce. « Tu redeviens invisible, dit-il, et on oublie. » Je regardais ses yeux.
Il avait peur lui aussi. Pas pour moi, pour lui. Il avait déjà plié. Il voulait que je plie pour que son pli ressemble à une norme. Je refusais. Je me sentis idiot au moment même où je refusais, mais je refusais. Le soir, je pris un coup. Pas un coup de poing dans une ruelle. Un coup plus propre. On vida mon compte pendant la nuit via des opérations que je n'avais pas faites. On déclencha une enquête interne sur mon train de vie. On fit circuler une rumeur. Il prend. Il couvre. Les collègues baissèrent les yeux. Certains me tournèrent le dos. D'autres me regardèrent avec pitié, comme on regarde un homme malade. Je compris que la violence du pouvoir ne se limite pas au corps. Elle s'attaque à votre réputation, à votre place, à votre droit de parler. Elle vous rend suspect. Elle rend vos mots inutiles. La juge subit aussi. On la dessaisit au bout de quelques semaines. Une décision sèche. Un autre magistrat reprit. Puis le dossier s'endormit. Faute d'éléments nouveaux. Je restais avec les images de Claire, avec cette vidéo sur la clé, avec la trace de lien sur ses poignets, avec le regard du type à la cicatrice. Je restais aussi avec mon mensonge parce que je ne parvins pas à sauver sa vérité. Un matin, je reçus une lettre. Pas officielle. Un papier simple, plié, sans signature. 3 lignes. Vous avez compris. Vous avez une famille. Restez en vie. Je la posais sur la table. Je regardais mes enfants manger leurs céréales. Je regardais ma compagne qui évitait mon regard. Je sentis une fatigue qui dépassait le corps. Une fatigue morale profonde, comme une eau noire dans la poitrine. Je ne quittais pas la police ce jour-là. Je ne fis pas de gestes héroïques. Je continuais à travailler sur d'autres dossiers, des vols, des agressions, des affaires où les coupables n'avaient pas de chauffeur. Mais je changeais. Je devins un homme qui sursaute au moindre numéro masqué. Un homme qui vérifie 2 fois la serrure. Un homme qui se tait quand il devrait parler. C'est ça, leur victoire la plus nette. Ils ne vous tuent pas toujours. Ils vous transforment. Parfois, je passe près du Pont-Neuf le soir quand la Seine reflète les lumières. Je repense à Claire. Je repense à ce moment précis où elle hésite sur la vidéo, devant la voiture. Elle regarde autour d'elle, comme si elle cherchait une sortie dans l'air. Je me demande ce qu'on lui a promis. Je me demande ce qu'on lui a montré. Je me demande quel choix impossible elle a dû faire. Je garde encore quelque part une copie du dossier. Je ne la touche presque jamais. Je sais que ça peut me coûter cher. Je sais aussi que c'est tout ce qui me reste d'elle, à part son nom sur un rapport qui ment. Et je vis avec cette idée simple qui me fait plus peur que n'importe quelle arme. Dans cette ville, certains crimes n'ont pas besoin de fantômes. Ils ont des cartes de visite, des avocats, des portes épaisses. Ils ont le temps. Ils ont des gens qui appellent pour tout le monde.